Eh bien yo tout le monde, c'est Matt. Aujourd'hui, nouvelle interview. Je suis en compagnie de Andy Poképrix. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? Écoute, très bien aussi. Merci pour cette interview qui risque d'être très très intéressante. Tant mieux, merci à toi. Bah merci d'être ici. Donc on a beaucoup discuté par message privé pour faire une interview et il y avait pour moi beaucoup d'éléments qui pouvaient être très intéressants à partager auprès de la commune. Et j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur ta collection. Moi aussi, je vais essayer de vous détailler tout ça en espérant que ça plaise et que Ouais. ça soit intéressant. Ben, ça va forcément plaire parce que c'est une collection un peu atypique, vous allez voir. Et on va déjà commencer par la première question. Mais qui es-tu? Alors, qui je suis? Je suis Andy, j'ai 27 ans. Je me définis comme un investisseur et collectionneur. Je garde toujours ces deux points en tête, quand j'achète notamment. J'habite à Toulouse, là on est actuellement à Toulouse, hein, je te l'apprends pas. La nouvelle ville. C'est bien que tu sois là d'ailleurs, hein, c'est Merci. vraiment cool. Voilà, c'est vrai que moi j'habite dans la campagne, donc parfois je suis un peu isolé des événements. Mais à Toulouse, il y a quand même une grosse communauté et très fort, ça. beaucoup de passionnés. Et je pense qu'on est largement récompensé parce qu'il y a Mitsuo Arita qui est venu deux fois déjà. Ouais, une fois à Pau et aussi une fois à Toulouse, hein, parce que la vidéo sera postée après le Toulouse Game C'est Show. ça. Mais ouais, il y a quand même beaucoup de monde à Toulouse et je l'ai vu par rapport aux vidéos que j'ai pu tourner déjà un peu avec Thibaut et d'autres personnes. Mais en tout cas, écoute, merci pour cette présentation. Et que collectionnes-tu? Depuis quand tu es revenu dans Pokémon? Alors depuis quand? Ça fait pas longtemps. Effectivement, je suis revenu comme beaucoup de monde. J'ai commencé petit. Ouais. Voilà, donc il y avait les stickers, les cartes forcément, les jeux vidéo aussi beaucoup. T'es un gros joueur? De jeux vidéo, ouais, Ouais. quand même pas mal, ouais. Ouais, je les ai finis, les premiers forcément, Les tu les premiers. montes au niveau 100, voilà, Après, tu tu fais fais plaisir. chier, quoi. Pour l'anecdote, j'ai racheté du coup tout l'arsenal Game Boy Color Ah ouais. et les versions, et franchement j'aime bien, donc, Stylé. c'est plutôt cool. J'ai repris super tard, j'ai repris qu'il y a à peine 2 ans, Ok. donc la plupart des gens reprennent plutôt lycée, où il y a 4-5 ans, avec la hype et tout ça. Toi, tu l'as repris avec la deuxième hype. Du Ouais, coup. c'est ça, la deuxième vague, n'en déplaise. la plus compliquée. Ouais, c'est ça, le porte-monnaie a souffert un petit peu, parce que, du coup, tout était beaucoup plus cher qu'il y a 4-5 ans. Tu m'étonnes. Mais voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu collectionnes Ce que je collectionne, alors j'ai commencé par l'ancien. Ouais. Donc j'ai fait, comme beaucoup de monde en fait, set de base, je l'ai complété. Qu'importe l'édition. Mhm. Après, je suis passé sur Jungle Fossil. J'ai essayé d'être vraiment procédural pour pas partir dans tous les sens et me tenir vraiment à des objectifs. Ok. Comme ça, au moins, je savoure à chaque fois ce que j'arrive à faire et j'ai de la patience aussi, donc je me mettais pas trop d'objectifs trop vite. Et puis après, à Team Rocket, donc j'ai fini Team Rocket, et là, à partir de là, j'avais 4 choix en fait. Soit j'améliorais les états, il y a des gens Ok. qui font ça, ils les font grader, puis ils passent à je sais pas si je prends l'entreprise PCA par exemple, ils vont faire du 8, du 9, tout en 9,5, etc. C'est là tu collectionnais en loose, toi. Au début, ouais. Mes sets sont en loose, sauf pour les cartes de valeur, mais Mhm. sinon, ouais, je collectionnais que en loose. Le deuxième choix, c'est avoir tout en édition. C'est Ok. ce que tu as fait, il me semble, hein. Ouais. J'en ai chié, mais ouais, j'en ai fait. Voilà, donc pour le coup, les états, ça m'intéressait pas trop. Le fait d'avoir tout en édition 1, c'est cool, mais je trouvais que juste pour un logo, ça allait être beaucoup de galères et beaucoup d'argent, et je pense que t'as souffert là. Surtout il y a 2 ans, oui. Surtout pour toi, il y a 2 ans, ouais. Ouais, il y a 2 ans, ça aurait été compliqué de tout compléter, tout le wizard en édition. Ouais. La troisième possibilité, la troisième voie, c'est partir sur du néo, continuer en fait, Ok. et jamais s'arrêter. Et c'est un peu le problème, quoi. Est-ce que j'allais, où est-ce que j'allais aller, jusqu'à quand j'allais m'arrêter? Ça n'a pas de fin, et moi j'aime bien me dire, bon, ben là je peux arrêter sans être frustré. Du coup, je suis pas parti sur le néo. J'en ai fait quelques-unes, Ok. les secrètes, les cartes que j'aimais bien. Mais j'ai pas fait ce choix, et j'ai fait du coup le dernier choix, c'est au coup de cœur. C'est vraiment, plutôt que compléter les collections et canaliser du coup ce besoin de complétion, je me suis dit plutôt, et si je me tournais sur les cartes qui ont une histoire, donc c'est ce que je te disais, qui sont atypiques, mais ça peut être pour plein d'aspects différents. Ça peut être, voilà, comme je disais, l'histoire, ça peut être la carte qui est la première de quelque chose, ou avec un stamp. Ça peut être une carte promotionnelle très particulière, une carte erreur. En fait, il y a plein de cartes qui, je trouve, se suffisent à elles-mêmes. En fait. Quand tu l'as,
bah, tu es content de l'avoir. Et c'est pas comme quand tu complètes certains sets où, par exemple, tu vas faire, j'en sais rien, Neo Genesis, et il y a 2 ou 3 communes que tu trouves moches, mais que tu vas quand même acheter pour compléter la collection. Là, je sais que chaque carte que j'achète, je les aime, je les voulais, et j'en suis fier. Non, puis il y a toujours aussi un peu est-ce que tu as ce besoin d'avoir une carte qui n'existe pas en beaucoup d'exemplaires? Alors ça, pour le coup, clairement, c'est aussi un des aspects des cartes atypiques, Mhm. c'est que la rareté, pour moi, ça en fait partie. Parce que quand je vois par exemple des deliveries Charizard qui se vendent à, alors je vais dire n'importe quoi, je ne sais plus la cote actuelle, mais 300 €, et que je vois qu'il y a des Américains qui ont des cartons entiers de 1000, 10 000 cartes, de juste cette carte, je me dis pour 300 €, on peut avoir des cartes presque uniques, Mhm. avec une histoire, et donc la rareté c'est très important aussi pour moi. Ouais. Et du coup, tu as déjà à peu près, quand tu as commencé cette collection, tu avais déjà à peu près une liste en tête des premières cartes que tu souhaitais avoir dans les cartes atypiques ou Alors non, ça s'est fait au fil de mes connaissances en Ok. fait, de mes connaissances sur le jeu et sur les cartes Pokémon. Au début, bah, forcément, il y a 2 ans, je ne connaissais pas trop, même pas du tout. Et puis je me suis très vite intéressé à tout. Et bah, petit à petit, j'ai réalisé que je m'y connaissais pas mal, hein, de plus en plus. Et donc voilà, au fil du temps, bah, j'ai appris la connaissance de cette carte. Ah tiens, coup de cœur, il me la faut Mhm. absolument, elle est unique. Il n'y a que celle-là qui est comme ça. Il me la faut. Et puis après, tiens, je vais m'intéresser, est-ce que j'ai pas loupé un set intéressant avec une carte dedans, et, et petit à petit, j'ai eu connaissance de toutes les cartes du TCG. Et donc, du coup, ça m'a permis de vraiment cerner lesquelles je voulais en priorité. D'accord. Et du coup, quand tu dis que tu as pris une connaissance et une culture autour des cartes, tu discutes avec beaucoup de personnes qui peuvent t'aider ou Alors tu te oui, renseignes, enfin comment tu te renseignes en fait ça en fait partie. Pour le coup, moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est Pokécardex. Ok. C'est vraiment une application excellente. Alors, c'est aussi un site web, hein, mais voilà, pour le coup, il y a vraiment beaucoup de cartes. Alors, je ne sais pas si tout est répertorié, sûrement que non, il y a des stamps Oui, forcément. voilà, qui sont négligés, mais bah, c'est la bibliothèque, quoi. Bah, il y a des forums, des trucs comme ça où on peut en discuter sur Oui, Pokédex. Donc, effectivement, autour, il y a aussi les forums, j'ai lu pas mal de forums, forcément sur les communautés Facebook, au gré des rencontres, on discute et on apprend des choses. Mm. Mais Pokécardex, c'est vraiment ouais, mon point de départ, parce que ça me permet de comprendre en fait, bloc, set, ok, il y a ces cartes-là, on a la version japonaise, ok, il y a toutes ces cartes promotionnelles-là, et ça motive aussi à poursuivre la collection, parce que du coup, on sait qu'il y a ces cartes-là et pas d'autres dans ce set, et quand on n'a pas conscience de tout ça, on ne sait pas trop quelle carte acheter, Ouais, c'est par où sûr. commencer, etc. Ok, bah écoute, super intéressant. Après, je sais pas si tu connais le forum eFor Oui, aux un États-Unis. petit peu, ouais, américain. Je sais que celui qui peut t'apporter énormément de réponses, c'est Charizard sur les Ok, groupes oui, Facebook. français, ouais. Ouais. Ouais, j'ai discuté pas mal avec Mm. lui, c'est une vraie C'est source de c'est savoir, vrai, il est super incroyable. gentil. Il m'a Top. beaucoup aidé sur les vidéos explicatives D'accord. notamment. Et en termes de connaissances, surtout dans la culture un peu Jap et la collection des cartes, Hmm. je Ouais. pense que c'est une bonne personne qui peut t'aider. Après, tu as Dominique Dirlove aussi qui peut t'aider aussi pas mal. Tire Love, oui, ça me parle, ouais. C'est collectionneur de Nidoking. D'accord. Oui, il était Donc, déjà passé sur la chaîne, il me semble. ouais, c'est ça, ouais, exactement. Et pareil, Mister Magikarp, pareil, tout ça, c'est des anciens qui sont là depuis des années et Ah qui oui. peuvent t'aider sur pas mal de choses qu'ils ont acquis une connaissance sur des cartes. Donc je pense que si tu veux vraiment des cartes atypiques, bon là après ça va plutôt sur leur domaine, genre Magikarp, Nidoran, Nidorino et Nidoking. Hmm. Je pense qu'ils peuvent t'aider aussi pas mal si vraiment tu cherches des cartes vraiment différentes de D'accord. d'habitude. Bah, merci de l'info, c'est toujours intéressant, et c'est vrai que chacun a son domaine concrètement. Être expert sur tout Pokémon, C'est enfin, pas possible. du moins toutes les cartes Pokémon, c'est impossible, Mm. clairement. Mais oui, enfin en tout cas, pour moi la culture Pokémon, je l'ai acquise comme ça, hein, c'est en discutant avec des personnes autour d'interviews, aux alentours d'un café, aux alentours de soirées, des ouvertures. C'est la façon aussi la plus ludique C'est d'apprendre. ça. Donc. Donc voilà, si je peux t'aider, juste en t'apportant peut-être quelques contacts, c'est avec grand Trop plaisir. cool. Merci. Et du coup, pour revenir un peu à cette collection de cartes atypiques, est-ce qu'il y a un budget à avoir pour ce genre de cartes? J'imagine que ça doit être complètement différent entre chaque carte, étant donné qu'il y a des, comme tu dis, il y a des stamps, des éditions qui doivent être folles. Clairement, j'ai eu des coups de cœur pour des cartes à 20 € qui étaient uniques en leur genre. Et parfois, il y en a qui vont jusqu'à 1000 €, quoi. Mhm. Donc, il y a vraiment de tout. Moi, à la base, donc, comme je le disais, je me définis comme un investisseur et collectionneur.
Et au tout début, c'était vraiment investisseur. En fait, j'avais pas conscience de toute la richesse du domaine. Mhm. Et donc j'étais purement mathématique. Je vais faire du chiffre, je vais spéculer. Comment on fait? Oui, comme il y a 2 ans, comme beaucoup, quoi. Ouais, comme beaucoup. Alors, au début, c'est pour de mauvaises intentions. Mais au final, je m'y suis pas du tout tenu parce que je suis tombé totalement amoureux du domaine, quoi. C'était Ok. tout le temps intéressant, je voulais tout savoir. Et puis, parfois, j'ai fait des achats, comme je disais, de coup de cœur, Mhm. qui me feront sûrement perdre de l'argent. Mais je regrette pas parce que ça me rend heureux aussi. Ouais, bah oui, c'est le principe d'une collection. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai commencé, j'avais un petit peu d'argent en banque. Je suis data scientist, donc je gagnais un petit peu et mon compte en banque se remplissait. Et je suis quelqu'un de très peu dépensier. Donc en fait, voilà, il y avait cet argent qui dormait en banque et je voulais l'utiliser. Donc au début, mon objectif, c'était tout mon salaire, il passe dedans. Je me mets en sécurité quand même pour pas être dans le rouge. Bah oui. Mais voilà, tout ce que je gagnais, je considérais que je faisais aussi des choix intelligents. Je n'achetais pas n'importe quelle carte surcotée. Et donc je me disais toujours que acheter, ça me fait plaisir. Et en même temps, si jamais un jour je veux les revendre, je devrais m'en sortir. Ok, et par rapport à ces reventes, comme tu dis, est-ce qu'il y a une communauté de collectionneurs de cartes atypiques? Genre, est-ce qu'il y a vraiment une réelle demande ou c'est vraiment juste des gens un peu comme toi qui recherchent des cartes qui sortent un peu de l'ordinaire et qui veulent vraiment avoir une collection avec des pièces uniques ou en très peu d'exemplaires? Alors, à ma connaissance, non, il n'y a pas de communauté là-dessus. Je sais qu'il y a une communauté de cartes erreurs, pour le coup, qui est très active, Ça, oui, oui, ça, je connais un mondiale peu. même. Donc c'est super intéressant aussi, on apprend plein de choses sur les différentes séries, etc. Ensuite, les cartes atypiques, je le vois au prix, elles sont quand même très populaires. Quand il y a une carte qui est unique, particulière, qui se suffit à elle-même, bah forcément sa cote elle augmente un petit peu. Les gens ils aiment bien ça aussi, je suis pas le seul. Concrètement, des collectionneurs que des cartes atypiques, il y en a peut-être pas beaucoup, mais quand on voit des cartes comme celle-là, avec un stamp, elle est atypique de cette façon-là. Une carte erreur, voilà, comme je le disais, une carte très rare. Forcément, ça attire du monde et c'est souvent des cartes qui coûtent très cher. D'accord, alors j'aimerais rentrer dans un petit débat avec toi. Mhm. Tout ce qui est miscut, misprint, est-ce que tout ça c'est des cartes atypiques pour toi ou c'est juste des erreurs d'impression de la part de Pokémon Company et des usines? Alors, j'imagine qu'il y a un débat là-dessus. Je ne sais pas ce que Soit c'est suit la atypique. majorité. En soi, c'est atypique, c'est vrai. Ça pourrait m'intéresser. Le problème, c'est que j'aime pas trop me lancer dans ce genre de choses parce que c'est compliqué tout le temps à évaluer les populations. Et puis, donc c'est un avis purement personnel, hein. Mhm. Mais dans les cartes erreurs, je crois qu'on peut les séparer en deux catégories. Il y a les erreurs d'impression, donc c'est quelque chose de physique, et les erreurs logicielles. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les erreurs logicielles. C'est vraiment quand il y a eu une gourde au niveau de l'édition de la carte. Là, j'ai un exemple. Le Dark Persian, du coup, invincible, Bon, ouais. qui n'a pas de PV. Donc, pour le coup, celle-là, je la trouve vraiment, vraiment cool. Et je sais que, par exemple, c'est le cas dans le Jungle, il me semble, où il y a un petit défaut là sur le côté qui est répliqué sur plein de cartes. Je crois que c'est Scarabrut. Et en fait, les gens, ils mettent des sommes folles pour ce défaut-là. Moi, ce défaut-là, je le trouve pas incroyable. Donc, c'est vraiment à l'appréciation de chacun. Moi, j'aime bien cette carte. J'aime moins certaines cartes erreurs comme les misprint, enfin les miscut, les square cut, ce genre de choses, les décentrés. Voilà, mais c'est vraiment c'est ça qui est beau dans Pokémon quelque part, c'est que on peut collectionner ce qu'on veut, c'est subjectif et en fait il y a une si grande variété de cartes que tout le monde s'y retrouve à la fin. Ok. Et par exemple, quand tu disais des erreurs logistiques, moi j'en connais à peu près, bon, j'en connais très peu parce que je suis pas aussi calé que toi dans le domaine, et c'est pour ça que cette interview me sert aussi. Mais par exemple, l'une des plus connues, c'est la fameuse Dracofeu de Game Heroes ou Game Challenge, avec Ok. l'énergie combat, Oui, qui est dans à le la texte place au de lieu d'une l'énergie énergie feu, feu. ouais, d'accord. Je Ok. sais que celle-ci, bon aujourd'hui pour le coup elle coûte beaucoup moins parce qu'elle a beaucoup été plus imprimée avec, avec ce logo que sa réédition D'accord. qu'il y a eu derrière. Ok. Et après, en termes d'autres connaissances par rapport aux cartes atypiques,
ça va être sur le jungle, tu disais. Alors, je sais plus si c'est US ou FR, mais je sais qu'il y a le logo. Le Topicker avec l'énergie retournée, non, c'est pas Non, ça? ça, je connais pas. Ah d'accord. Non, Il y en a plein, il y en a plein. Sur son jungle, il n'y avait pas le logo jungle en fait. Oui, oui, comme du set de base en fait. C'est ça. Ouais, ouais. On a un ampiflore du set de base. J'en ai pas, mais pour le coup, c'est sympa Voilà, comme carte. j'en connais un petit peu quand même, je peux me le péter. Yes. Mais voilà, je trouve ça pareil, incroyable. On en discutait par exemple de ton Dark Persian, où du coup, quand j'ai vu sa carte, je me suis dit, attends, mais est-ce que la mienne elle l'a ou pas? Et ouais, on cherche tout de suite. Parce que du coup, j'ai pas fait attention, parce qu'en fait, quand je la vois, ça me paraît genre logique en vrai. Je me suis dit, bon. Puis après, ça saute pas aux yeux. Après, quand je regarde la mienne, parce que du coup, pour le coup, moi j'ai les PV, je fais putain, mais. Oh, mais elle est bizarre la tienne. Ouais, Ou alors c'est la mienne qui est bizarre, parce que du coup, t'as un énorme logo rouge qui apparaît sur la carte, et toi, ça fait vraiment un contraste. Donc, incroyable. On va revenir un peu sur le français maintenant. Tu cherches aussi les cartes les plus rares en FR. Donc, pour toi, c'est quoi les cartes les plus rares en FR? Alors, pour moi, c'est le Psycho Quack Wizard Promo 20. Je connais que je cherche toujours malheureusement. Très peu d'exemplaires. Ouais, pour le coup, il doit y en avoir une dizaine connues. Enfin, c'est vraiment compliqué. Même pas, je pense. Hein. D'après Charizard, justement, Okay. il me semble qu'il m'a dit une dizaine. Ouais. Après, faut voir. On sait pas. Peut-être un jour il y aura un restock. On croise les doigts. Attends, je vais te faire juste une parenthèse. Quand je travaillais avec Thibaut sur les enchères incroyables de Collect Toys, on a reçu 3 sets de promo Black Star. Donc 3 personnes différentes. Ok. C'est complet? Complet. Wow. Donc la majorité. Anglais ou français? Bah, de toute façon, les promos Black Star, c'est français. Oui, français c'est anglais. les deux, mais que anglais ou alors, il y avait beaucoup de français. Donc à chaque fois, on allait forcément sur la carte. Il y a beaucoup d'erreurs. Et c'était que des US. Que des anglais. On était dégoûtés. Tout le reste c'était du français, les capoeira, les feux forêts, etc. Tout ça c'était français. Hein. D'accord. Wow. Mais arrivé sur Psycho Quack, c'était anglais. Malheureusement. On était deg. Ouais, c'est pas étonnant, ça me choque pas. Mais c'est vrai que pour le coup, au début, je me suis intéressé au français, et c'était le plus naturel aussi, la nostalgie, etc. Parce qu'il aime bien de comprendre ce qui est écrit sur la carte aussi. Et c'est ça qui est super intéressant aussi sur le français, c'est que on a des cartes qui sont très rares en fait. Parce qu'on s'imagine pas, mais c'est compliqué d'avoir des cartes très rares anglaises, parce qu'ils ont tout imprimé, il y a tellement de pays, etc. Qu'ils ont tout en plus grande quantité. Il y a des cartes japonaises de par l'histoire du TCG qui sont très très rares, mais on a la chance d'avoir quelques exclusivités et quelques cartes, notamment les Wizard Promo, très très rares en français. Oui, c'est clair. Donc ça rajoute du challenge. Cette fameuse Psycho Quack dont on parlait, donc moi je pensais pas qu'il y en avait autant sur le marché. Pour moi, j'étais plus aux alentours de 5. Autant. Ouais, on parle d'une dizaine d'exemplaires, c'est incroyable. Et du coup, pour revenir un peu à ces cartes françaises les plus rares, mis à part les promos Black Star, est-ce que tu as d'autres exemples de cartes très rares? Alors, pour le coup, j'ai rapidement fait le tour du français. Finalement, les cartes de 7, elles sont toutes éditées en vraiment beaucoup d'exemplaires. C'est pour ça que c'est les cartes promo qui sont très rares. Même les sets qui sont pas sortis beaucoup, finalement, ça reste, même pour les rares holographiques ou même les secrètes, peut-être la plus rare dans le tas, ça va être la Rayquaza Star. Et encore, à mon avis, il y a quand même plusieurs centaines d'exemplaires. Donc c'est pour ça aussi que le français, donc je me suis intéressé quand même aux cartes atypiques. J'aurais une anecdote là-dessus d'ailleurs de cartes uniques françaises que peu de gens connaissent. Oh. On aime bien ce genre d'infos sur la chaîne. Yes, Flash News. Non, après il y a aussi les cartes Figurine Games que je te montrais tout à l'heure. Le dos en fait il est orange, elles sont reconnaissables tout de suite. Elles sont pas incroyables parce que c'est des cartes dresseurs, mais on va se faire une ouverture après la vidéo. Ouais, ça va avec être grand sympa. plaisir. Et celles-là elles sont sorties quasiment que en français. Il y a la McDo aussi de 2013 qui est sortie que en français et du coup elle cote vraiment pas mal parce que les Américains ils sont intéressés. Il y a un Pikachu holo. Ouais, l'illustration elle n'est pas exclusive, mais le fait de les avoir holographiques McDo sur ces cartes-là, c'est exclusif français. Ouais. Attends, on parle bien de cette génération de McDo. Attends, parce que moi je les collectionne aussi les McDo. Alors, c'est avec les évolutions et 2013, le parce Pikachu. que moi j'ai 2012. En fait, il y a une ambiguïté parce que c'est sorti, les deux sont sortis en 2012, mais c'est celle-là. Celle? Ouais. Bah tu vois, j'ai pas le Pikachu. C'est la seule qui me manque. Ah bah, parce qu'elle cote sûrement à 20 € en fait. Ah ouais? Une carte McDo qui cote à 20 €. Ouais. 20, incroyable. 30 €.
Ok, Voilà, putain. elle existe que en français. Et tu vois, quand tu changes la langue et que tu mets anglais dans Pokécard Dex, bah, tu vas avoir du français sur cette page. Ok, incroyable, super anecdote. Je ne Ouais, savais absolument pas. Ok. Et par contre, la 2012, elle est exclusivement US celle-là. Avec le petit oui, logo McDo là. c'est ça. Ok. Je mettrai les screens, hein, vous inquiétez pas. Yes. Mais Et ok. donc c'est pour ça que donc, j'ai fait un petit peu le tour du français, en tout cas à ma connaissance, peut-être que j'ai raté des trucs énormes, mais voilà. Et donc je suis passé rapidement après sur de l'anglais et du japonais, parce que mon côté investisseur du coup c'est plus intéressant, et aussi mon côté collectionneur, il y a des cartes atypiques incroyables aussi dans les autres langages. Ouais, tu m'étonnes. Mm. Puis après, bah, comme tu disais, ça te fait de la culture et ça te fait aussi rechercher quelque chose. Je trouve ça mais incroyable en fait. Mm. Finalement c'est la le plus chasse, intéressant, c'est la ouais. chasse. La Et chasse, c'est pour extrêmement ça qu'il ne faut intéressant. pas trop dépenser d'un coup, parce qu'au final, dès qu'on a la carte, on la range et on la regarde un petit peu, Ouais, mais on ne lui accorde pas l'attention qu'elle mérite. c'est sûr. Donc il faut se laisser du temps, de la patience et de l'excitation, et c'est ça qui est Dès agréable qu'on aussi. l'a, ouais, tu vas être là. Oh, putain. Il y a des gens qui vont rien comprendre dans tes proches autour qui vont dire putain, celle-là, j'en ai chié. Hein. Voilà. Ouais, c'est ça. T'imagines même pas tout ce que j'ai fait. Tu te rends pas compte de C'est ce que ça. ça veut dire cette carte. Ah, moi, mes parents à l'époque, quand j'arrivais à avoir une Nolo Neo édition 1, j'étais là, je me putain, celle-là, j'en ai chié pour trouver. Elle a coûté 130 euros en excellent état. Parce qu'à l'époque, c'était d'autres prix. Hein. Ouais. Mes parents sont Dans tes vidéos, ça se ressent quand tu nous montres tes éditions. On voit presque l'alarme Ah non, mais de c'est- l'effort que ça t'a Non, mais à coûté. l'époque, c'était tellement dur de les avoir. Puis comme c'est des anecdotes que je dis beaucoup, mais à l'époque, quand j'ai commencé ça, on m'a dit du haut de mes 19-20 ans, tu n'y arriveras pas. C'est Tu n'y vrai. arriveras pas. J'étais absolument pas Super soutenu positif. par des personnes avec qui je parlais ou quand je disais je recherchais tout en cette édition-là, c'est où tu trouveras pas, c'est trop cher, c'est trop rare. Je trouve que de manière générale, la communauté, elle est très bienveillante. Mm. Mais c'est vrai que, comme partout, hein, il y a des personnes qui vont un peu te bloquer. Ouais. Plus souvent, l'entourage qui comprennent pas en fait la passion. Souvent. Moi, j'ai de la chance, j'ai un bon entourage qui est très ouvert. Mais je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui te prennent pour un gamin, par exemple. Tu Totalement. vois, t'es là, Pokémon, mais qu'est-ce que tu fais Tu peux pas te trouver un taf, monter une entreprise, quoi. C'est sûr. Bah, tu vois, quand tu parlais de tes proches, moi, quand je vivais quand je vivais avec mon ex-copine, j'étais pas du tout soutenu. Tu vois, le jour où j'ai reçu le message de Kev Adams, genre, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, tu vois, c'était par rapport à un projet que j'avais sorti, où elle savait que j'avais galéré. J'étais honnêtement sur mon téléphone, comme ça. Je vois Kev Adams vous envoyer un message. Elle avait son PC derrière moi. Je fais. Ah ouais. Je viens d'avoir un message de Kev Adams. Elle me dit ok, génial, tu me montreras. Ah, ok. Non, J'ai pas trop été soutenu. Après, elle comprenait, le mais soutien, c'est important. Ouais. voilà. Après, j'ai eu d'autres copines qui, pour le coup, eux comprenaient et ils m'ont soutenu. Donc Ouais. ça, c'était beaucoup plus appréciable. Après, tu montes en maturité, t'expliques un peu plus différemment ta collection. Puis Pokémon, avec les hypes qu'il y a eu, a changé aussi beaucoup la Ouais. vision du monde. J'ai de la chance, ma conjointe est dans Pokémon, donc pour le coup, c'est un truc qu'on fait à deux, les vides greniers le dimanche matin et tout. On Collection s'éclate, c'est atypique vraiment aussi cool. Non, elle, c'est plutôt les évolutions d'Evoli. Ok, ça comme marche. beaucoup de personnes. Oui, comme beaucoup de personnes, effectivement. Du coup, on va revenir un peu sur ta collection. Est-ce que tu as encore des recherches aujourd'hui, mis à part le Psychoquack dont on a parlé précédemment? Alors oui, donc si tout se passe bien, je devrais avoir le Pikachu volant, qui est quand même très très dur aussi. En Pas la français réédition de 2016, en français du Block Wizard. Et après, donc ça c'est vraiment mon dada. Pour le coup, c'est très atypique parce qu'il y a peut-être que moi qui collectionne ça. Non, je collectionne et j'en ai C'est vrai énormément de ces cartes-là. Mais non, faudrait que tu montes cette collection. Parce que pour le coup, C'est vrai que ça- j'ai essayé de collectionner tout et j'y suis pas allé de main morte. Hein. Pour finir la collection, j'ai contacté Kellogg's, j'ai contacté Nintendo, Ah ouais. j'ai fait le tour d'internet, j'ai retourné internet parce que je voulais compléter cette collection. Cette carte là, je sais pas si on la voit bien à la caméra. Je prendrai d'autres plans, t'inquiète. Elle est sympa en fait, elle est, oui tu pourras montrer sur la vidéo. Elle est, ça s'appelle, comment ils appellent ça? Une carte lenticulaire. Ok. Et je les trouve vraiment bien et je crois que c'est mon plus gros marqueur de nostalgie en fait. Parce que ces cartes là, si vous ne connaissez pas, elles étaient à l'avant des boîtes de céréales Kellogg's. Et je me souviens encore vouloir faire les courses en fait pour aller choper ma boîte de céréales avec les cartes dedans. Et du coup, d'où ta question, en fait, il y a 3 cartes qui sont inconnues. Donc, en gros, il y a 4 sets différents. Ok. Et il y a un des sets Ok. où il y a 3 cartes introuvables. En 2 ans, je les ai jamais vues passer C'est sur quoi Internet. comme carte
Je sais pas. En D'accord. fait, c'est bien ça le problème. Attends, mais il y a un Je numéro peux dessus même ou pas pas te dire le Pokémon. Il y a les numéros, donc je sais les numéros qui me manquent. Ah oui, 5 sur 10 là. Celle-là, par exemple, à la base, elle me l'a manqué, mais elle est sortie en Espagne. Et en très peu d'exemplaires, mais du coup, j'en ai récupéré une. Donc ça me permet d'avancer la collection, parce que si on n'est pas flexible sur ce genre de cartes, on finit jamais la collection. Donc ça m'a permis d'avoir celle-là en plus. Mais globalement, en français, avec celle-là, il y en a 4 introuvables. Mais même dans toutes les autres langues, en fait. Parce que en anglais, c'est pas sorti ou très peu sorti. Il y en a quelques-unes. Enfin, globalement, c'est que en France que c'est sorti. Je suis ultra Introuvable. étonné. Parce que moi, c'est des trucs que je trouve en brocante, quoi. Bah ouais, c'est ça, ça se trouve en brocante, mais tu verras, c'est tout le temps les mêmes. C'est tout le temps les mêmes, et c'est jamais les 3 qui me manquent. Et pour le coup, je suis allé loin. En fait, j'ai récupéré une image de la face arrière de la boîte de céréales. Et là, on voit la collection. Mais c'est tellement pixelisé Oh merde. que tu peux voir à peu près le fond. C'est que de la Gen 1, donc tu sais à peu près les Pokémon. C'est souvent des Pokémon qui évoluent. Tu peux faire le tri comme ça et te ramener à quelques Pokémon, mais t'es jamais certain de laquelle c'est, et ça aide pas dans la recherche, parce que du coup, tu sais même pas ce que tu recherches. Mais faudrait que je regarde les cartes. Moi, je te dis, j'en ai beaucoup. J'ai même les versions miniatures. Ou ça, pour le coup, ça, il y en a plein. Oui. Ouais, de 2001, Johto. Ouais, La Gen 2. aussi. Ouais, mais j'en ai c'est aussi ça. de la Gen 1. La Gen 1, c'est tout le temps ce format, ouais. Non, j'en ai en version petite aussi. Enfin, faudrait que je regarde, mais... On regardera, mais normalement c'est Johto Gen 2. Après tu m'apprends peut-être quelque chose, mais... Parce que moi, c'est les collections de ces petits trucs à la con comme ça, je suis fan en fait. Ouais. Non, mais c'est trop cool. C'est je savais vraiment pas qu'il y cool, avait on en une- trouve de temps en temps en brocante. Je fais quelques vide-greniers en tant qu'exposant, et souvent les gens ils passent devant et ils ont un grand sourire. Ah putain, mais ça me rappelle tellement de souvenirs. Mais pour le coup, une collection incomplète malheureusement. Ok, bah écoute, je regarderai quand je retournerai à Paris le 15 décembre. Ouais, peut-être ça sera comme la Dark Persian, Peut-être. t'auras comme les autres, on verra. Quelle est la carte la plus difficile que tu as eu à trouver? Alors, moi je suis assez flexible déjà. Donc, comme je disais tout à l'heure, aide 1 ou aide 2, je m'en fiche. C'est toujours mieux aide 1, mais voilà, je suis flexible. Les états aussi, je suis très flexible. J'essaie dans la mesure du possible d'avoir une carte en très bon état, le meilleur état possible. Mais voilà, dans mon set de base, j'ai encore des Mewtwo qui sont l'équivalent du PCA 3 et ça ne me dérange pas, quoi. Ensuite, en termes de gradation, je me bloque pas non plus. Parce que ce qui m'intéresse, c'est la carte à l'intérieur. Donc que ce soit telle ou telle société, ça me dérange pas. Et je pars du principe, surtout dans le français finalement, qu'on peut avoir toutes les cartes, tout dépend du prix qu'on y met, quoi. Donc c'est aussi une grosse partie du collectionneur, c'est chercher, négocier. Toutes les cartes que j'ai voulu avoir, quand j'ai voulu mettre le prix, finalement je les ai trouvées. Et même les cartes qui sont à 60 000 euros, si tu mets le prix, tu peux les avoir. Il y en a sur eBay, un peu partout. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas eu trop de difficultés pour le coup. Ce qui est au moins pas frustrant pour moi, c'est bien. Mais il y a quand même une carte, celle-là, qui pop pas tous les jours. Donc tu l'afficheras peut-être un peu mieux à l'écran. Mais celle-là, c'est une pop peut-être 10 avec... je crois que c'est 13 plus celle non gradée ou gradée par PCA. Avant PCA gradée celle-là. Bon, je ne m'étale pas sur l'histoire, mais en gros, elle a un stamp. C'était les toutes premières e-reader. T'as fait une vidéo là-dessus? J'ai fait une vidéo explicative dessus. Ouais. Allez la voir. Merci. Mais voilà, peut-être que tout état confondu, non gradé, il y en a peut-être 20. Avec une histoire, c'est très compliqué de l'avoir. Donc je l'ai eu et je suis content. Et bah parfait. Alors du coup, on va peut-être arriver un peu dans le négatif maintenant. Okay. Est-ce que tu as des anecdotes sur des colis perdus, sur des transactions? Ouais, j'en ai quelques. Parce que j'imagine qu'en achetant des choses en dehors de la France, c'est pas toujours... Alors pour le coup, je crois que j'ai eu plus de problèmes en France qu'en achetant à l'étranger, bizarrement. Okay. Mais oui, forcément, avec la collection que je me suis faite, j'ai quand même pas mal de cartes. Il y a eu forcément des anecdotes. En tant qu'acheteur, mais aussi en tant que vendeur, j'ai revendu quelques cartes qui ne m'intéressaient pas. Parfois, je prends des lots et je revends celles qui ne m'intéressent pas. Comme tout le monde. Voilà, je pense comme tout le monde, ouais. Et du coup, j'ai quelques anecdotes. Donc, on va aller sur le négatif, parce qu'il y a du positif aussi, du très positif. Mais en négatif, je pense notamment à la Noctali alternative. Je sais pas si... La VMAX, là ? Ouais, la VMAX.
qui cote En ce beaucoup moment, en ce moment, un peu peut-être trop. 800 euros. Ouais, c'est très très cher, je pensais vraiment pas à ce point. Mais je voulais l'acheter pour faire un cadeau d'anniversaire à ma copine. Joli cadeau. Joli cadeau, ouais, sympa, ouais. J'espère qu'elle a apprécié, mais oui, elle a apprécié. Et du coup, je la vois sur eBay. À l'époque, bon, ceux qui l'ont payé 1000 euros, bouchez-vous les oreilles, mais à l'époque, c'était 200, 250. Ouais, j'en quoi. souviens. Ouais. Donc, j'achète cette carte, je la reçois, donc nickel. Par contre, au dos, il y avait comme une petite saleté dessus. Et donc là, je prends le risque, je prends un coton-tige et délicatement, j'essaie d'enlever la saleté. Et en fait, c'était sûrement une saleté au moment de l'impression, et en dessous, il y avait un point blanc. Donc, je contacte le vendeur et je lui dis oui, vous m'avez pas montré cette saleté-là, moi j'ai essayé de l'enlever. C'est injuste que je vous la renvoie telle quelle. Ce que je vous propose, c'est je vous mets 30 euros dans le colis et vous la reprenez. Donc, il a accepté, je lui renvoie. Et 2 jours après, donc il n'avait pas encore validé la transaction. 2 jours après, je vois une carte aussi Noctali aux enchères un peu moins chère. Je l'achète et en fait je réalise que c'est la carte qui venait de recevoir la mienne et qui n'avait pas validé la transaction, du coup mon argent était encore bloqué. Et donc il m'envoie un message, il me dit non mais attends t'abuses, tu vois pas que c'est ta carte? Et comment je pouvais savoir? Pour moi elle était encore en cheminement quoi. Mais je lui ai dit bon là c'est 50 euros moins cher, ça me va. Je la reçois, il avait mis, donc c'était au niveau de la Pokéball en fait. Et il avait mis du marqueur rouge à la place du point blanc pour cacher le point blanc. Oh, putain. Et du coup, je lui ai renvoyé et je me suis dit, bon, ça y est, les grosses cartes, c'est fini, j'achète du gradé. Et donc, j'ai acheté du gradé pour ma conjointe. Ok. Après, j'ai une deuxième anecdote. Donc, tu parlais des colis vides. Ça m'est arrivé de trouver un Elector set de base édition 1, très très bon état, near mint. Donc, peut-être une valeur de 300 euros, de 250 euros. Je l'avais eu pour beaucoup moins cher, donc j'étais très content. Je le reçois. Donc moi, en tant que vendeur comme en tant qu'acheteur, je filme tout. Je filme tout comme ça, j'ai pas de problème. Tu m'étonnes. Au final, j'ai quand même eu un problème. Je filme mon ouverture et dans le colis, en fait, une énergie du set de base à la place. Et donc dégoûté, c'était sur Vinted. Du coup, litige. Je demande à ce qu'on me rembourse, sauf que Vinted, il me dit oui, mais ok, t'as la vidéo, t'as les photos, mais on peut pas être sûr que le vendeur, il s'est pas trompé quoi. Est-ce qu'il a pas inversé? Clairement non, tu fais pas ça. Mais eux, voilà, Vinted, les modérateurs, ils sont pas dans le domaine, je peux comprendre, voilà, peut-être qu'il s'est trompé. Donc en fait, sur Vinted, quand t'as du coup un colis qui te plaît pas, qui est pas conforme, tu dois renvoyer le colis à tes frais. Donc ça fait chier. Pour une arnaque, finalement, tu perds du temps et tu perds de l'argent. Et au final, ça s'est relativement bien terminé puisque le mec n'a jamais osé donner l'adresse, quoi. Je pense que je serais allé toquer à la porte. Ok. Voilà pour la deuxième anecdote. Et après, j'en ai des plus positives. Notamment, j'ai packé premier pack d'une display, le Rayquaza VMAX alternative de Evolution Céleste. Céleste. Donc plutôt très content. Tu m'étonnes, une bénéf la display après. Ouais, pour le coup, je l'ai vendu 350 euros. Et en fait, le mec à qui je l'ai vendu, il m'a contacté plusieurs mois après. Il m'a dit, mec, t'es un génie. Je l'ai envoyé chez PSA. C'est la Pop 1 PSA 10. Donc le mec m'aime bien pour le coup. Tu m'étonnes. Bah écoute, super. On va revenir un peu sur Instagram. Ouais. Parce que sur Instagram, tu postes quand même quelques cartes. Hein. N'hésitez pas à aller. Pas aller voir, surtout pas. N'hésitez pas à aller voir, pardon, ton Insta, qui est du coup qui est Poképrix. En fait, tous mes contacts sont Poképrix. Donc vous tapez Poképrix sur Google et puis vous allez avoir mon site internet. Et de là, il y a tous les liens vers toutes les plateformes. Voilà. Ok, super. Parce que sur ton Insta, je vois que tu collectionnes le gradé, comme tu expliquais un petit peu précédemment. Mais genre pas toutes les mêmes entreprises. Il y a une raison pour ça, ou c'est juste parce que y a des cartes atypiques qui sont pas forcément dans toutes les gradations ou... Comme je le disais un peu tout à l'heure, j'essaie d'être flexible vraiment parce que c'est quand même une sacrée galère de compléter des sets, de faire des collections, de trouver des cartes rarissimes. Donc si en plus on se dit ah oui mais moi je fais que le PCA 9 et rien d'autre, ça se rajoute des contraintes. Voilà. Et quelque part c'est un petit peu des tocs, c'est pas péjoratif, moi aussi j'en ai. Mais je trouve ça dommage parce qu'au fond, en tout cas pour moi, ce qui compte c'est la carte à l'intérieur. Donc ça me dérange pas.
Les sociétés de gradation, bon, j'ai un avis particulier, on en parlera peut-être après C'est la question là-dessus. juste après. Ah bon, mais parfait. Mais voilà, moi je considère que les sociétés de gradation, elles ont leurs défauts, hein, forcément. Il peut y avoir une très bonne société de gradation qui fait une énorme erreur. Il y a aussi la pondération des critères qui n'est pas la même entre les différentes sociétés de gradation. Et ça, c'est subjectif, donc ça me convient peut-être un petit peu à moi et moins à d'autres personnes. Donc voilà, moi je me prends pas la tête, je prends ce qui m'intéresse et pour moi ça me convient largement. Ok, pas de problème. Et du coup, que penses-tu du grading? Parce que pour avoir une Alors, collection spécialement grading, tu dois forcément avoir un avis assez dessus, quoi. ouais, beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Alors déjà, on va peut-être commencer par les grades déjà. Donc tout ce que je vais vous dire là, c'est un avis très personnel. Mhm. Je conçois et je respecte totalement que les gens ne soient pas du tout d'accord avec moi, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc concernant les grades, j'aime bien quand le 10 il est accessible, déjà. Je trouve ça super frustrant, une société qui ne met pas de 10 en fait. On est collectionneur, on est là pour la passion, pour se faire plaisir, pas pour être frustré. Donc de toute façon, c'est des cartes, on est dans le monde réel, rien ne sera jamais parfait. Mhm. Mais c'est bien qu'il y ait des 10. Les 9,5 c'est frustrant. Les demi-points, je trouve ça prétentieux en fait. Je considère que, et ça a été prouvé maintes et maintes fois en faisant des regrades de la même carte, c'est déjà très difficile de noter sur 10 en fait. C'est déjà bien. Moi, mon avis personnel, faudrait peut-être noter sur 5. Comme ça, au moins, tu sais ce que tu as. Il peut pas vraiment y avoir d'erreur, à la limite de 1 grade, et c'est tout. J'ai plein d'exemples de cartes qui, en fait, ont pris un 4 alors qu'elles sont pliées, et à côté de ça, j'ai une carte nickel qui a pris un 3. Mm. Bah, peut-être qu'il y a des défauts invisibles, machin, tu vois pas, t'es pas gradeur, etc. N'empêche que les gradeurs, ils font ça pour les collectionneurs ou les revendeurs. Mais l'idée, c'est quand même que le grade il soit représentatif de la valeur que tu y attribues. Et donc, il faut que les défauts soient un minimum visibles pour descendre le grade, selon moi. Voilà pour ça. Donc, partir après dans des 0,5 pour essayer de vraiment être précis, c'est louable, c'est une bonne chose. Autant être le plus précis possible. Mais ça insinue aussi que tu as la capacité d'aller jusqu'au demi. Et je considère qu'aucune société de gradation n'est capable de noter, du coup ça fait sur 20 en fait, ça fait 20 différents grades, voilà, de noter avec des demi. Ok. Et du coup, je vais parler un peu forcément du partenaire que j'ai, moi TCC, parce que c'est ma seule référence au niveau du grading. Ils ont fait quelque chose que très peu font, c'est avoir une fiche retour avec les défauts de la carte. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Alors c'est très bien, je pense que c'est une très bonne société aussi. Moi j'ai un petit coup de cœur pour CGS Europe aussi, qui sont en Autriche il me semble. Voilà, et ils font ça aussi, ils mettent où est-ce qu'ils ont vu les défauts. Il y a aussi des gradeurs avec de l'IA, de l'intelligence artificielle, où ça met plein d'informations. Et je trouve que de manière générale, c'est une bonne chose de mettre le plus de détails possible. Certes, ça leur prend plus de temps, ça coûte un peu plus cher, mais au moins on râle pas, on sait où sont les défauts. Exactement. Ouais. Et on sait à quoi s'attendre, parce qu'au final, peut-être que, par exemple, moi, je vais accorder beaucoup d'importance au centrage, et toi pas du tout, et avoir juste une note générale sans même des subgrades, c'est un peu gênant, parce que bon, le centrage, tu vas le voir, c'est un mauvais exemple. Mais c'est quand même bien de savoir où sont les défauts, lesquels ils sont, et ça prouve aussi que la société, elle se fout pas de toi, et elle va jusqu'au bout des choses. Des cartes, ouais. Voilà. Concernant les sociétés de gradation, j'ai un tout petit coup de gueule à faire sur les sociétés américaines. Okay. En fait, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne jurent que par l'américain. Je peux comprendre, ils étaient là les premiers, ils font un bon taf. Mais ça a été démontré aussi qu'ils font aussi des énormes boulettes. Quoi. C'est sûr. Pour n'en citer qu'une, PSA qui... un mec, en fait, il a mis sur une carte allemande, il me semble, un faux logo édition, qui était même pas bien placé. Il l'a envoyé et PSA l'a gradé. Donc, on a tendance, et ça c'est le cas dans tous les domaines, à glorifier les États-Unis avec leur soft power et à penser que tout est parfait. Mais je suis certain, je suis convaincu
qu'en Europe et en France, on a des sociétés qui valent aussi bien. Et je pense que si on a plus confiance aussi en nos sociétés en Europe et en France, on va y gagner, nous, en tant que collectionneurs, parce que concrètement, aujourd'hui, si tu veux avoir une collection qui se revend un jour, il faut passer par les grosses sociétés. Et on y perd vachement parce que on achète des cartes importées du coup souvent des États-Unis pour avoir le PSA, le Beckett, machin. Ça nous coûte cher en frais d'importation notamment. Et puis aussi à la gradation. On va envoyer aux États-Unis alors qu'à quelques centaines de kilomètres, on a quelqu'un qui grade sûr. Aussi bien, quoi. Après, c'est surtout au niveau de l'image. Je sais que les plus grosses sociétés, notamment PCA, ont une très très mauvaise image. Oui, ton anecdote là-dessus. Moi, j'ai un avis assez tranché sur eux, malheureusement, mais je suis pas le seul à avoir un avis tranché sur la mauvaise image qu'ils ont pu avoir, avec les noteurs qui se notent eux-mêmes, les fraudes qu'il y a eu, les vols de cartes, la perte de colis où ils essaient de tous dédouaner pour éviter qu'on entache leur image. Il y a eu énormément de choses avec un patron qui a menti totalement sur son histoire de Pokémon. Avec un associé auquel il a créé une entreprise qu'il a totalement mis de côté, où ils sont en procès, mais enfin il y a énormément de choses. Ouais, quand il y a beaucoup de choses qui s'accumulent, ça commence à faire trop, et pour le coup, quand je dis les sociétés de gradation en Europe qui font aussi bien, après voilà, c'est subjectif, mais je pense pas forcément à PCA. T'as Beckett c'est américain. Beckett c'est américain aussi, il me semble. Il y en a une. Il y en a tellement. Ouais, oui, surtout toutes les combinaisons il y en a beaucoup. En trigramme, ça existe en société de gradation Pokémon. C'est clair, ouais. Ok, écoute, merci pour ton avis sur le grading. Tu disais tout à l'heure par rapport à ton pseudo, Poképrix, Insta, tout site. Tu parlais d'un site. C'est quoi ce site? Alors ce site c'est poképrix.fr. Ok. Au début je l'ai créé, en fait il y avait une problématique simple. J'allais beaucoup sur Vinted et je voyais en fait quand tu as 10 annonces de cartes Pokémon, tu vas en avoir 9 qui sont beaucoup trop au-dessus du prix et peut-être une qui va être au bon prix, voire sous-évaluée. Et ça c'est le cas parce qu'il y a plein de gens qui comprennent rien aux cotes en fait. Et je peux comprendre, c'est quand même vachement compliqué de rentrer dans le truc, de comprendre les différentes cartes, etc. Et donc je me suis dit, tiens, autant aider. Moi je suis développeur, data scientist, je peux faire des sites web, et puis j'aime bien Pokémon, c'est mon passe-temps, donc je voulais passer du temps là-dessus. Et donc j'ai fait un site au tout début pour estimer, mais très facilement, pas pour les experts, vraiment pour les mamans qui nous regardent, ou les papas, hein, mais c'est souvent les mamans sur le site. Mais voilà, tu rentres le nom du Pokémon, tu rentres son état, donc son état c'est pas compliqué, c'est pas 8, 9 machin, c'est bon, très bon, voilà, c'est un petit peu subjectif, mais parfois les gens ils ont juste besoin de savoir une carte qui vaut 2 euros, à peu près combien ça vaut, voilà. L'année, quelques petites caractéristiques, tu cliques et paf, t'as son prix. Ce prix là en fait c'est un prix théorique. Je l'oppose au prix empirique que tu peux avoir sur les ventes réussies eBay. C'est un avantage et un inconvénient. C'est que si votre youtubeur préféré, donc Pokémat, qui dit demain achetez cette carte, elle est incroyable, elle est trop bien, tu vas avoir une influence sur eux. Et peut-être que le prix aux enchères il va exploser. Il y a eu le cas avec David Lafarge à l'époque où il était c'est ça. Donc là ça va se voir sur le prix empirique, ce qui n'est pas forcément justifié, pas forcément long terme. Pareil, s'il y a un restock, pouf, ça va se voir tout de suite. Alors que le prix que je donne sur ce site, c'est le prix théorique en fait. Parce que peut-être que l'année prochaine, il y aura un Alakazam qui va sortir voilà. On n'a pas encore la carte, par contre on a une idée de son prix déjà. Parce qu'on connaît le Pokémon, parce qu'on connaît l'année, parce qu'on connaît tout un tas de choses qui nous permet de cerner la valeur de la carte. Ok, du coup tu te considères un peu comme expert ou pas du tout parce que c'est un site que tu as créé par rapport à ce qui se base en vente sur les d'autres sites ou... Non, c'est tout un algorithme en fait qui considère le Pokémon, etc. Ouais. Okay. Donc voilà, je me considère pas comme expert, ce serait prétentieux, mais à force de passer du temps, certains vont dire que 2 ans, de quoi ils parlent, pour qui ils se prend. Après 2 ans, c'est si t'es à fond dedans aussi. Voilà, je suis à fond dedans, j'y ai passé des tonnes d'heures tous les jours. Donc au final, j'ai l'impression de m'y connaître pas mal. Donc au moins, je peux partager mon savoir aux personnes qui s'y connaissent un peu moins. C'est impossible, comme on le disait, d'être expert en tout. Surtout, ouais. Mais j'essaie d'être expert sur ce à quoi je m'intéresse et c'est déjà pas mal. Et je pense que ça va de pair en fait, parce que c'est dangereux d'acheter des cartes trop chères quand on s'y connaît pas. On risque de le regretter.
Donc il faut vraiment monter la valeur de nos achats avec nos connaissances. Et donc voilà, moi je suis dans le truc, donc ça m'intéresse beaucoup, et donc forcément j'ai une bonne culture là-dessus, et c'est aussi ce que j'essaie de partager sur mon site internet, parce qu'il y a cet outil d'estimation, mais j'ai tout un tas d'outils, tout un tas de sections pour expliquer aux gens différentes catégories qui sont peu connues en fait, et qui sont très très intéressantes. Ok, bah écoutez, n'hésitez pas, le site sera évidemment en description et c'est aussi en description de ton compte Insta aussi. Ouais, pourquoi pas, ouais. Voilà, de toute façon il sera en priorité dans la description. On va passer un peu maintenant sur la communauté française. Que penses-tu des groupes Facebook, Discord, Insta, etc. Qu'est-ce que tu penses toi réellement de cette communauté FR? Alors, j'aurais pas énormément de choses à dire parce que je suis pas le plus impliqué dans les communautés. Il y a plein de gens qui en parleront mieux que moi. Mais là où je peux apporter quelque chose d'intéressant, c'est que je suis pas mal sur Facebook quand même. C'est notre génération. Non, pas tant que ça. Non, moi je suis maintenant, je l'ai déjà dit dans d'autres interviews, mais pour moi Facebook s'oublie au niveau des groupes Facebook Pokémon et ça va être Insta qui prend. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ceux qui sont nés en 95 par là, ont grandi avec, quoi. Oui, donc oui, on est de la même génération. Ouais, ça. Voilà. Et donc, du coup, je suis pas mal sur Facebook. Moi, ça n'existait pas, Insta, je crois pas. Enfin, au début, du coup, j'ai eu vraiment du mal à m'y mettre. Je me suis dit, bon, allez, si tu veux partager tout ça, faut que tu t'y mettes dans tous les réseaux. Et puis, tant pis. Je suis même sur TikTok. Oui. Je fais pas mal de vidéos sur TikTok. Moi, je les trouve pas mal, donc j'espère que vous j'irai voir ça. Donc, au niveau de la communauté française Facebook, le petit point positif, c'est que moi, ça m'a permis de faire une communauté dans le Gers. Voilà, c'est un petit département à côté de Toulouse, et donc ça nous permet de nous regrouper, et ça, c'est top. Après, c'est quand même une passion Pokémon, c'est compliqué d'avoir un regard froid sur les cartes et vraiment s'investir dedans. Donc la plupart des gens sont passionnés, sont bienveillants, donc ça c'est vraiment génial. Merci d'ailleurs à tous ceux avec qui j'ai échangé au fil des années, c'était vous pouvez mettre enfin un visage ouais c'est vrai, la plupart des gens ne connaissent pas mon prénom évidemment et n'ont pas vu non plus mon visage. Voilà, le côté négatif, c'est que les groupes c'est organisé par des administrateurs. Et donc c'est pas une société pyramidale, mais tu dépends beaucoup des administrateurs. Il y a un groupe par exemple, je crois qui est en Angleterre, où l'administrateur il s'est barré, et au final le groupe il est bloqué. On peut plus publier, tout est bloqué, et il y a un truc comme 15 000 personnes dessus. Donc on repose pas mal sur l'administrateur, et j'ai une anecdote, je me suis fait virer d'un des groupes. Dis son nom s'il te plaît. Je me souviens plus. C'est un groupe français ? Ouais, c'est un groupe français, un gros groupe français. La ferme Pokémon. Je sais plus, je veux pas pointer du doigt un groupe dans tous les cas, mais pour le coup en fait c'était une histoire bête. En fait j'avais pas le même avis qu'un des modérateurs. Ouais, c'est la ferme. Peut-être. Et tout de suite il s'est énervé et moi je lui répondais vraiment cordialement, mais ça lui a pas plu, il m'a ban. Et gros abus de pouvoir quoi. Donc après c'est pas grave, il y a plein de groupes et voilà, selon moi un groupe déjà il doit être ouvert aussi, il doit être pas trop contraignant. Il y a un groupe qui est pas mal, alors je sais plus lequel, je veux pas donner de nom, mais qui est très tolérant en fait. Il y a plein de groupes qui refusent par exemple qu'on publie une demande d'estimation. Parce qu'on va dire oui, nous modérateurs, c'est pas notre boulot de faire ça, on n'a pas que ça à faire, débrouille-toi. Mais il y a des items pour lesquels on peut pas savoir en fait. Il faut bien qu'on échange avec des gens, il faut bien qu'on trouve la personne qui peut nous informer. Et donc là, du coup, c'est pertinent. Et je considère que les gens qui veulent pas estimer, ils estiment pas, ils scrollent et puis c'est tout. Tu vois, par rapport à l'estimation, parce que moi pour le coup j'étais sur un gros groupe Facebook, les Barjots, j'étais administrateur là-bas, je faisais énormément de choses sur le groupe. D'accord. J'étais un des admins les plus actifs, si ce n'est le plus actif, parce qu'aujourd'hui quand je vois le groupe il est archi mort au niveau de l'administration, mis à part poster, c'est tout ce que tu fais. À l'époque, le gros problème qu'il y avait, c'est quand on pouvait mettre des posts d'estimation. Par exemple, moi je mets un post d'estimation, le problème c'est qu'on va me contacter derrière, on va me proposer des offres. Le jour où je vais vendre, j'aurai déjà un prix en tête, sauf que en fait des gens seront déjà passés avant. En fait du coup tu peux louper une vente qui n'est pas informée comme vente. Du coup moi ce que j'ai proposé à l'époque c'était
on ne fait plus d'estimation de son côté, c'est vous me contactez. Ok. Et du coup, Oui. moi de mon côté, je vais faire un post d'estimation en disant par contre, attention, je ne possède pas l'item, ou si vous avez une idée du prix, vous commentez. Toute Ouais. réponse qui n'était pas en rapport avec le post en disant est-ce que le vendeur peut me contacter ou alors des Ouais. trucs à la troll, je banne. Ouais, d'accord. Parce Ok. que moi je voulais des personnes sérieuses et Ouais. c'était annoncé dans les règles. Bon, j'ai eu un souci avec eux et après j'ai tout arrêté, mais Ouais. là, si je dois te montrer, j'ai pas loin de 100 messages encore en attente avec Ah oui, des d'accord. items de fou Ouais, d'accord. Ok. que j'ai jamais ouvert. Ok. Ouais, je pense que là-dessus, bon, après, tu es plus informé que moi sur le sujet si tu as été contributeur. Moi, au final, je suis pas énormément allé sur Facebook, je me suis pas posé ces questions sur ces problématiques-là. Mais c'est vrai que si c'est bien clair dans la description que c'est pas en vente ou que c'est en vente, c'est déjà mieux. Et en plus de ça, tu peux aussi mettre une photo qui vient d'internet en fait. Et comme ça, la personne, elle n'insinue pas que tu as cette carte, c'est réglé. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'abus. Les gens qui vont demander la valeur d'une carte, d'une V par exemple. Oui, j'en ai eu énormément. Voilà, c'est. Enfin, essayez d'être sérieux 2 minutes, cherchez un minimum sur internet et si jamais vous trouvez pas, bah, allez embêter les groupes. Bah, j'avais fait une photo à l'époque, comment estimer ces cartes que j'envoyais, qui étaient dans notre règlement des barjots et que j'envoyais à des gens qui D'accord, m'envoyaient des ouais, messages ça sur c'est Insta. top. Ouais. Mais ils envoyaient quand même les messages. Bah, après, une période pendant la grosse hype, moi par jour c'était 10 messages que je recevais d'estimation. D'accord, ouais. Genre set de base, etc. C'était une horreur. Victime du succès. Non, mais c'était. Ouais, oui et non, mais c'était une horreur. C'est recevoir 10 messages. Oh tiens, j'ai un Aspico qui vaut en édition 1. Je suis 2 balles. Il me fait oui, mais c'est pas ce qu'il dit, Michou. Je fais contact Michou. J'avais des messages, mais hallucinants. C'était Ouais, horrible. ça c'est un gros biais aussi, c'est de surestimer la valeur de ses possessions. Et du coup, c'est ça. Et faut pas s'énerver en fait si ça vaut pas ce qu'on pensait. La personne qui va estimer, elle n'est pas responsable de ça. C'est aussi à vous de ne pas considérer que ça vaut énormément. C'est la vie, c'est déjà pas mal. Je vous rappelle quand même que 99% des cartes, elles valent 5-10 centimes. Hein. Ouais, Donc, de base, ouais. Mais ouais, c'était des gros sujets à l'époque. Aujourd'hui, j'en ai beaucoup moins, Dieu merci. Mais sinon, waouh, c'était une horreur. On va partir maintenant sur un sujet assez intéressant. Dis-moi. L'investissement. Ah, ça, c'est un sujet qui passionne énormément. Je l'ai eu dans une dernière interview. Voilà. J'ai eu dans une dernière interview avec Gaël où il parlait un peu investissement. Là, c'est bien d'avoir un peu un côté différent parce que tu es sur les cartes gradées et lui, tu es sur le scellé. Qu'est-ce que tu penses de l'investissement ? Alors, l'investissement, j'ai beaucoup de choses à dire. Pour le coup, j'ai fait un petit peu le tour de la question parce que je ne veux pas perdre de l'argent. J'ai pas non plus des milliers des cents, donc je réfléchis vraiment à comment bien investir. Et puis j'ai appris aussi, au fur et à mesure des mois, j'ai fait des erreurs comme tout le monde et j'ai appris de ces erreurs. La première chose, déjà, un petit commentaire général. Ouais. L'investissement Pokémon, ça s'appelle de la spéculation parce qu'on ne crée pas de valeur concrètement. On crée pas de valeur. La spéculation, c'est un peu le cancer de ce monde. Donc n'oubliez pas que c'est bien d'investir dans Pokémon, mais ne reposez pas votre vie là-dessus, parce que sinon vous êtes juste un cancer. Essayez de faire un truc de productif dans la société aussi, ça peut être pas mal. Voilà. Ensuite, pour l'investissement, j'ai beaucoup de choses à dire. Je vais commencer par ce que j'appelle la méthode énervée. Donc vous pourrez la retenir comme ça. Ça vient de SM Pratt, je ne sais pas si tu connais, c'est un gros collectionneur. Il en a fait. J'en ai utilisé aussi des informations pour mes vidéos. Ouais, il est vraiment bien, j'adore sa chaîne. Et ce qu'il dit tout le temps, c'est, je vous donne l'équivalent en français, donc énervé, N 9, R rare, V vieux. Okay. Et quand tu combines déjà ces 3 critères-là, c'est déjà un très bon départ pour faire un bon investissement. Il y a quelque chose que je voulais vous partager qui n'est pas facile à expliquer. En fait, on ne se rend pas compte que objectivement, il y a des cartes meilleures que sa carte-là. Et c'est ça qui va ralentir aussi le prix de cette carte. Donc je prends un exemple. Imagine, tu as un Tortank de célébration en état moyen, d'accord, ou on n'a qu'à dire PCA 8. D'accord. Objectivement, les PCA 9, 9,5, elles seront toujours plus chères. Les Draco Feu de célébration, ils seront toujours plus chers. Les originaux, parce que là c'est des reprints, ils seront toujours aussi plus chers.
peut-être les Américains, enfin les cartes anglaises, Mhm. elles seront aussi plus chères. Et en fait, il y a plein de critères comme ça objectifs qui fait que ta carte, elle est quelque part bloquée sous cet amas de cartes mieux. Et c'est ces cartes mieux qui peuvent exploser, qui d'un coup peuvent passer à peut-être 10 000 euros. Ok. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui, avec cette carte-là de célébration qui doit valoir 20 euros, ils espèrent que dans 20 ans, elle vaudra 10 000. Le problème, c'est que si cette carte vaut 10 000, toutes les cartes que j'ai citées avant, elles valent plus de 10 000. Ce qui est très peu probable. Donc souvent, ça suit l'inflation en fait. Donc si vous voulez des cartes qui explosent dans le futur, ce que je vous conseille, c'est de taper dans la méthode énervée du coup. Donc le plus neuf possible, comme ça objectivement il n'y a pas mieux. La rareté, et c'est pour ça aussi que j'ai un énorme attrait à la rareté, c'est que y a des cartes qui sont pas connues du tout, elles paraissent énormément sous-cotées, mais le jour où elles sont connues, elles explosent. Et ça s'est vu plusieurs fois, surtout sur les cartes américaines. Avec la Typhlosion, il y a eu un Typhlosion édition 1 de Neo Genesis, il me semble, D'accord. qui a pété. Ah ouais, donc, parce qu'il y a eu un disque qui est sorti. Et, les gens n'avaient pas réalisé que l'illustration était si cool. SM Pratt en avait parlé, et en fait, comme SM Pratt c'est un peu une bonne référence aux US, il en a parlé et ça a pété. Je voyais des diffusions partout, sauf qu'ils revenaient tous en neuf, un peu comme les Levénard qu'on a en France, les Levénard 7 de base où il n'existe que 3 Levénard PSA 10. Oui, très peu. Et sauf qu'il n'y en a que 2 aujourd'hui connus parce que le troisième a été perdu dans un colis. Donc aujourd'hui, il n'en existe que 2 en 10. Okay. Comme les Dracofeu 7 de base édition 2 en français où il n'existe pas de 10 encore. D'accord, ok. Enfin, ça c'était il y a quelques temps, mais je sais pas si aujourd'hui on a. Et du coup, est-ce que tu as un dernier mot sur l'investissement avant qu'on passe dans les dernières questions? Oui, donc moi je fais de l'ancien en fait, c'est du gradé. Mais il y a des gens qui commencent l'investissement dans du scellé, ça fait beaucoup. Les flips sur le scellé, ça s'est vu beaucoup ces dernières années. Ouais. Ce que je conseille déjà, la plupart des gens s'y connaissent bien, donc le conseil ne servira pas. Tout simplement, aller dans les boutiques, dans les grandes villes. À Toulouse, on a Fantasy Sphere, on a Relique TCG aussi. Et concrètement, je ne sais pas si vous avez une display à 180 euros dans leur boutique. Je sais qu'il y a des gens qui commencent l'investissement en l'achetant sur Vinted à 210, 220. Ils chopent les frais de port. Donc, ça monte vite, ouais. Donc commencez par ça déjà, allez faire un tour dans la boutique du coin, il y en a dans à peu près toutes les grandes villes. Il y a pas mal de choses sympas. Ouais. Ok, génial. On va arriver sur des questions un peu plus soft. Quelle est ta carte préférée? Ma carte préférée, je l'ai à côté de moi, c'est le Raichu Obscur édition 1. Édition, il y a une différence parce que l'édition 2, non? Ouais, parce que en fait, je l'aime beaucoup. Parce qu'elle est atypique en le sens où c'est la toute première secrète. En France, ouais. Et en France, tu parles de la Pikachu peut-être en anglais? Non, enfin en français, il n'y a qu'une seule secrète. Ouais, il n'y a qu'une seule secrète, mais en anglais, c'est la première secrète, toute langue confondue. Ah ouais, okay. Si je ne me trompe pas, en tout cas à ma connaissance. Mais ouais. J'adore cette carte parce que je ne peux pas m'empêcher d'imaginer. Déjà, je trouve ça trop bien le fait qu'il y ait des secrètes. C'est une trop bonne idée, je trouve. Aujourd'hui, il y en a trop, je trouve aussi. Mais je peux pas m'empêcher d'imaginer l'enfant qui avait presque tout son set rempli, qui ouvre un paquet et qui tombe sur cette carte qui était pas dans son bouquin. Il doit chercher partout, mais c'est quoi ce délire? Et je trouve cette carte très bien pour ça, en plus du fait qu'elle est magnifique. Ok. Merci Arita. Ah, c'était Arita, j'ai pas fait attention sur les illustrateurs, je dois t'avouer. J'ai une petite avant-dernière question. Une anecdote sur le TCG qui t'a marqué personnellement? Alors, je joue un petit peu en ligne sur le TCG, mais je suis pas, j'ai jamais fait de deck compétitif en boutique, etc. Peut-être un jour ça viendra, mais comme j'habite à la campagne, c'est aussi embêtant de venir à chaque fois. Ouais. Voilà. Mais l'anecdote, du coup, j'y ai fait référence tout à l'heure, en fait c'est par rapport à des cartes uniques qui existent en français et que quasiment personne ne connaît. Faut pas trop en parler parce que le jour où ça va sortir, ça va faire mal. À mon avis, il y a personne qui regarde cette vidéo. Personne regarde cette vidéo. Non, en l'état, elles doivent valoir de toute façon plusieurs dizaines de milliers d'euros, donc il n'y a pas tout le monde qui peut mettre ça.
Mais voilà, en cherchant, en m'intéressant à l'histoire, j'ai appris du coup que ces cartes-là étaient en récompense d'un tournoi il y a longtemps et elles sont uniques, quoi. Donc j'ai cherché pendant des semaines qui pouvait bien avoir ce deck-là incroyable. Et donc j'ai cherché. J'ai fait des rencontres aussi pendant mes recherches, notamment un des premiers champions francophones où j'ai discuté avec lui et en fait ça lui a donné envie de reprendre le TCG. Et donc aujourd'hui il joue grâce à moi, quoi, parce que j'en ai parlé. Très gentil. Et j'ai finalement mis la main sur cette personne du coup qui a gagné ces cartes-là uniques d'une valeur inestimable et il les a perdues. Donc truc de fou, en fait les cartes les plus prestigieuses du TCG français, voilà, un bout d'histoire à la poubelle. C'est quoi comme carte Je peux pas trop détailler, bon, mais pour les curieux, vous chercherez par vous-même. Tu me le diras en off, ouais. Bah écoute, super anecdote, de ouf. L'item le plus rare que tu aies vu? Et ça sera mon avant-dernière question. Ça fait déjà 3 fois que je dis ça. Ouais, beaucoup de questions, mais non, l'item le plus rare que j'ai vu, en fait, si on compte les populations gradées, concrètement, c'est facile d'avoir des cartes très rares. Par exemple, j'ai fait grader une vieille Cardass, les premières cartes de 96, et c'était une peu commune, qui au final a été gradée que c'est peut-être une pop 2, 3, mais parce que personne s'intéresse à cette carte, quoi. Donc c'est rare, mais en même temps, c'est pas populaire. Pas rare, ouais. En termes de cartes vraiment rares et vraiment populaires, du coup, c'est la carte là que j'ai montré tout à l'heure. Dans ma collection, après, c'est vrai que je suis pas allé voir beaucoup d'expos, donc j'ai pas vu des items incroyables non plus. Mais cette carte, voilà, je considère qu'elle est très populaire, la Clefable FPO, et elle est aussi très rare. C'est la plus rare avec Manhole, donc c'est sûrement celui-là que l'item le plus rare. Super. Et on va terminer avec cette dernière question. Est-ce que tu as des conseils? Parce que je sais qu'on en discutait avant de faire cette interview en disant que tu avais beaucoup de choses à dire par rapport aux conseils. Je sais que tu en as quand même dit tout au long de cette vidéo. Mais si tu as d'autres petits conseils à rajouter. Je vais m'en tenir aux achats et aux plateformes. C'est nos outils en fait en tant que collectionneur. Je commencerai par dire, surtout ça c'est pour ceux qui débutent, aller sur les enchères eBay. Parce qu'il y a plein de gens en fait, qui ne connaissent pas du tout la valeur des cartes, qui font un petit peu confiance aux vendeurs, sauf que là on n'est pas dans notre supermarché, les prix ils peuvent ne pas du tout être légitimes. L'avantage des enchères, c'est que c'est le deuxième qui a le plus d'intérêt pour la carte qui définit la valeur. Et donc ça peut être une sécurité en fait. On est sûr qu'il y a au moins une personne qui a voulu mettre ce prix-là dans cette carte. Donc on ne peut pas faire trop de bêtises aux enchères et les enchères, elles ont un petit côté exclusif en fait. Elles sont pas tout le temps disponibles. Voilà, faut être là au bon moment. Donc c'est souvent des prix sous-cotés. En plus sur eBay, c'est le vendeur qui paie les frais. Donc c'est quand même très bien, en tout cas pour ceux qui s'y connaissent pas, qui n'ont pas trop envie de se prendre la tête avec l'histoire et compagnie de chaque carte. La deuxième chose, pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, donc il y a Vinted et Le Bon Coin en termes de particulier à particulier, plateforme de vente. Et moi je conseillerais Vinted, même si dès qu'on a un problème, c'est une galère comme pas possible. Mais l'avantage c'est que vous achetez l'item, ça disparaît de la plateforme. Alors que sur Le Bon Coin, il y a écrit article en cours d'achat. Ouais. Et donc il y a les gens après qui passent et qui renchérissent. Et au final, tu as déjà engagé l'argent. Donc ton argent est bloqué une semaine, c'est infernal. Donc si vous voulez faire une bonne affaire, il y en a très peu, mais au moins si vous voulez en faire une, ce sera sur Vinted. Okay. Après, on a aussi Card Market qui est super bien. C'est un site allemand qui est vraiment top, très bien fait. Il y a toutes les références, il faut juste souvent connaître les noms en anglais. Et l'avantage, alors j'ai l'impression que pas beaucoup de gens l'utilisent, mais il y a les alertes. On peut dire, bah tiens, je veux ce Dracofeu édition 1 en état correct, dans cette langue-là. Et envoie-moi un mail dès qu'il y en a une sur la plateforme. Et paf, ça t'envoie le mail. Tu peux même configurer en achat automatique. Donc ça j'ose pas, c'est un peu risqué. Ouais. Mais c'est super pratique en fait. Parce que du coup, c'est aussi une charge mentale de chercher tout au long de la collection. Et on n'a pas toujours du temps à accorder à la recherche. Donc avoir les alertes et dire ok, bah, je me prends plus la tête. Je vais pas aller scroller sur Vinted, Le Bon Coin et compagnie ou même Facebook. Je mets l'alerte et comme ça, le jour où elle pop, je l'ai, c'est cadeau, je la prends sur Card Market. Ok,
Bah écoute, c'est très bon conseil. Moi, même, j'apprends des trucs par rapport aussi à eBay, parce que j'utilise jamais eBay. J'ai fait toute ma collection par rapport au groupe Facebook surtout, et par D'accord. rapport à début de naissance d'Insta sur mon compte. Ouais, bah t'as beaucoup de contacts, du coup c'est relativement facile de trouver ce que tu veux. J'ai eu de la chance, moi, ouais. Pour les gens qui ont zéro contact, en fait il y a tout sur eBay, surtout sur tout ce qui est anglais, japonais, c'est quand même top. Il y a une plateforme aussi japonaise entre japonais. Ok. Donc, Bah, il y a- yahoo.com. alors oui, il y a le Yahoo japonais, mais il y en a encore une autre. Et en fait, les prix du japonais là-bas, ils sont super peu chers. En fait, c'est vraiment des prix de cadeau. Et faut passer par un intermédiaire. Donc ça, c'est peut-être un peu mieux qu'eBay sur l'étranger, mais sinon globalement, eBay c'est juste génial. Ok, eh ben, écoutez, n'hésitez pas à prendre les bons conseils, et si vous avez évidemment des questions sur l'estimation d'une carte, le site de poképrix.fr. Bah écoute, moi j'ai fait le tour de mes questions. Cool, on a fini. Merci beaucoup de l'interview. Ça fait une sacrée interview, je sais que ça fera des bons podcasts pour beaucoup d'entre vous. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes ces questions, c'était fort sympathique. Avec plaisir, merci à toi de m'avoir J'espère accueilli que... sur la chaîne. avec grand plaisir. En plus, ça fait un moment qu'on en parlait de cette interview. À chaque fois, on a eu des petits retards, surtout de mon côté. C'est vrai. Enfin, surtout que de mon côté d'ailleurs. Moi je suis dispo, parce que moi je suis chaud. Rudy était full dispo. J'ai vraiment été un peu chiant sur les délais et j'en excuse. Mais voilà, en tout cas, on a une bonne interview qui a été top pour moi. J'ai appris plein de trucs, surtout au niveau des cartes atypiques. J'espère que ce sera partagé à ceux qui vont regarder cette vidéo. J'ai J'espère essayé d'être concis, clair et d'apprendre des choses. Et c'est aussi ça qui est important dans Pokémon, c'est partager, c'est toujours plus cool. À plusieurs. Voilà. C'est pour ça que cette chaîne est là. Elle est là dans le partage et dans Bonne l'information. Ouais, c'est ça. aussi. Bah écoute, merci encore. N'hésitez pas à retrouver Andy sur ses réseaux, tout sera en description. Et puis nous, on se dit très vite dans une prochaine interview, une prochaine vidéo. Et puis bonne continuation pour toi. Merci avec tes beaucoup. recherches, Merci. notamment le On se psychoquack. reverra sûrement déjà au Ah oui, TGS. Le psychoquack, j'espère. Et puis peut-être qu'un jour Échange- j'aurai fini. Mais... Échange d'informations, tu me dis les cartes uniques, je t'échange. c'est ça. Échange de bons procédés. Ouais. Exactement. Allez, très bonne journée, très bonne soirée. On se retrouve très vite. Allez, tchuss. Alors du coup, si j'ai bien tout suivi par notre collectionneur Andy, au niveau des cartes atypiques, là on a une carte Mewtwo avec une illustration qui est beaucoup plus petite. Et vous pouvez voir à côté, elle est beaucoup plus petite. Donc c'est ça sur toute la série, enfin sur tous les Mewtwo de cette série. Ouais, c'est ça, tous les Mewtwo de cette série, et je crois, à ma connaissance, que c'est la seule carte, du coup, avec une illustration plus petite. Ok, trop rigolo. Là on a la Staff, donc la championne festival. Donc comme tu disais, un stamp un peu atypique. Ouais. Là on a la Trainer Deck A et B. C'était des cartes qui étaient distribuées dans les boutiques pour apprendre aux gens à jouer, et c'était en fait avant le Unlimited aux États-Unis. Ok. Bon, là, vous connaissez le FPO, on va pas revenir dessus. Là, c'est une carte avec le dos, c'est la seule avec Miyu Anti qui a le dos holographique, ouais. Dessiné par notre très cher Imakuni, pour ceux qui sont dans le Jap. Bon, là, on en a parlé dans la vidéo. Là, c'est un Pikachu Snap avec, où c'est pas marqué illustration, mais photo. Voilà. Comme elle vient du jeu vidéo. Celle-ci, elle a l'erreur, il n'y a pas le numéro, normalement il y a le numéro du Qui est Pokémon. censé être inscrit où Là il est là, il me semble. Ok. Et en fait, ça, c'est considéré un peu comme la toute première édition. Alors, on ne sait pas trop si c'est une erreur ou la toute première édition, mais c'est que sur les bluebacks. Et par contre, on sait que les bluebacks, elles sont avant les greenbacks, a priori. C'est considéré comme l'édition, en tout cas. Ok. Et là, c'est des cartes intéressantes au niveau de l'impression. En fait, ce Mélodelph ici a eu une double impression. Vous pouvez voir que c'est pas du tout la même couleur. Et pareil pour ce Magikarp brillant. Voilà, on peut le voir surtout au niveau de la police d'écriture où le écaille d'or sur la droite est beaucoup plus gros. Pardon. Voilà, puis on a un bleu un peu plus profond, ça se verra beaucoup moins la vidéo. Ouais, En tout cas, ça se voit beaucoup plus sur le Mélofée.